les spécifications, l'expression de besoin, et c'est notre collègue Diego qui va intervenir sur la qualification de cette expression de besoin. So, if you can say a few words about Work Package 1 concerning specifications. Okay, so I know that you have a presentation, or okay, so if you, yeah. Sorry? Ah, you don't have a presentation. Oh. Ah, okay. Okay. So if you want, you can present the work package 6 concerning the use case of Thales. Okay, thank you. Hello, Raphaël Boissonnade. In French or en français, oui, pardon, en français. Je pense pas que ce soit nécessaire de me représenter. Je me suis, peut-être brièvement. Je travaille pour Thales Alenia Space. Donc je suis en charge des sujets d'innovation pour le secteur d'AIT, assemblage, intégration et test, qui traite essentiellement des satellites. Donc le rôle qu'on occupe au sein de Colrobot, c'est dans un premier temps de définir les cas d'utilisation. Autrement dit, nous avons discuté avec nos partenaires et nous avons défini les cas d'utilisation les plus pertinents qu'on pouvait récupérer pour notre industrie, à savoir trois cas d'utilisation. Un premier cas qui est du kitting de pièces, comme l'a évoqué Olivier, à savoir récupérer des éléments disséminés à différents endroits, ou se faire livrer les éléments en vrac, les trier, les assembler entre eux s'il y a besoin d'un préassemblage, les ranger et les mettre à disposition des opérateurs. Pourquoi on a choisi ce type de cas d'utilisation? Nous, en tant qu'industriels, on a choisi ce cas d'utilisation parce que c'est une activité qui n'a pas de forte plus-value pour l'opérateur. Autrement dit, c'est une activité qui est facilement automatisable. Et en plus de ça, c'est une activité qui est portée par une sorte d'effet de masse. C'est-à-dire que, par exemple, ranger des rondelles sur des vis, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on en a des milliers sur des satellites. Donc, autrement dit, faire cette opération-là, ça ne nécessite pas de passer énormément de temps. Et pourtant, on le fait parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Donc l'idée de ce use case, c'est de voir comment peut se comporter un robot dans un cadre industriel qui pourrait faire cette activité-là. Le deuxième use case qu'on a identifié, c'est du transport. C'est-à-dire que les éléments sont récupérés dans un endroit de notre site industriel et sont livrés dans un second endroit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas des magasins toujours à côté des plots d'intégration. Voire même, c'est très souvent pas le cas. Donc là, on peut imaginer la fonction du robot qui irait chercher sur commande d'un opérateur ou autre un équipement ou un composant dont il aurait besoin, ou un outillage dont il aurait besoin dans un magasin et le ramener sur le plot d'intégration. Tout ça, c'est du temps aussi de gagner pour les opérateurs et c'est, je dirais, de l'énergie dépensée en moins pour eux. Le troisième cas d'utilisation, c'est le cas d'utilisation certainement le plus délicat, alors le plus délicat, je vais expliquer pourquoi, mais le plus challenging, dans le sens où c'est la troisième main. Là, il se trouve que souvent nos opérateurs opèrent soit seuls, soit par deux. Et un cas d'exemple, un cas concret, c'est par exemple, je veux monter un boîtier sur un panneau de satellite qui est à la verticale comme ça. Donc l'opérateur prend sa boîte, qui peut faire jusqu'à plusieurs kilos, hein, avec les deux mains, mais là j'ai le micro. Hein. Donc il la positionne en face des trous, et puis il faut aussi qu'il aille récupérer les vis et les outils, ce qui n'est pas forcément évident. Donc s'il a un deuxième opérateur pour l'assister, c'est tant mieux. Là l'idée c'est effectivement que le robot l'assiste dans cette opération-là. Donc l'opérateur pourrait éventuellement indiquer au robot de présenter la pièce au bon endroit, ou alors de bouger le robot pour qu'il positionne la pièce au bon endroit, d'installer les vis, de prendre son temps pour aller chercher les bonnes vis, d'installer les vis au bon endroit et de les visser correctement.
Voilà le type de use case qu'on a choisi. Et on les a choisis justement parce qu'on considère qu'ils peuvent nous apporter une plus-value importante dans le cadre de nos activités. L'objectif du projet CallRobot n'est pas pour Thales Alenia Space d'avoir un robot qui fait ça. L'objectif de CallRobot, c'est que pour Thales Alenia Space, on vérifie quels peuvent être les impacts d'avoir un robot qui fait ça. Donc en gros, on va avoir des indicateurs qui vont nous permettre de mesurer l'efficacité par rapport au process actuel qu'on utilise, et de voir quels sont les bénéfices qu'on peut en retirer. Donc là, c'est vraiment l'objectif de CallRobot. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette phase d'évaluation, elle commencera pour nous plutôt dans le deuxième semestre de l'année 2018. Jusqu'à présent, le projet CallRobot est essentiellement tourné sur du design de la définition et de l'intégration. Donc là, l'intégration va commencer, ou a déjà commencé, je crois qu'a déjà commencé, sur le site, pour ce qui est de notre robot, a déjà commencé sur le site de l'ENSAM ici à Lille. Voilà, sous la supervision d'Olivier. Voilà, je pense que j'ai été assez clair sur les différents constituants des 3 use cases. Est-ce que vous avez des questions? Ou des remarques, hein? Ça peut être des remarques. Oui, oui, allez-y. Moi j'en ai une très simple. J'ai le sentiment, à part la troisième main, que tout le reste existe déjà. Des AGV, ça existe. De la préparation de kitting, ça existe. Donc, de manière un peu naïve, je me demande, c'est quoi les axes d'amélioration? C'est plus vite, moins cher? Alors effectivement, il faut que je précise peut-être quelque chose, mais ça ne vous aurait pas échappé, c'est que dans CallRobot, il y a call qui s'ajoute au terme robot. Et call pour collaboratif. Là, l'idée, c'est que ça se fasse à côté des opérateurs ou avec les opérateurs. C'est-à-dire que toutes ces activités-là sont censées être faites sans rien changer à nos façons de faire à côté de celles-ci. C'est-à-dire que les opérateurs continueront à circuler autour du robot, continueront, peut-être que la phase de kitting, elle ne sera pas complètement faite par le robot, peut-être qu'il y aura des morceaux de phase de kitting qui sont faits par le robot et qui devra travailler en coopération avec l'opérateur. À titre d'exemple, quand on prépare des opérations de kitting pour préparer des vis, on utilise des plaques adhésives. Et pour l'instant, je n'imagine pas comment le robot pourrait manipuler une plaque adhésive avec son gripper sans s'y coller les quelques doigts qu'il a. Donc l'idée, effectivement, c'est peut-être de se dire, un opérateur lui présenterait la plaque, le robot l'installerait et puis reviendrait chercher la plaque. Il s'agit ici d'avoir une sécurité maximum pour permettre à l'opérateur d'agir autour du robot ou avec le robot. Et c'est ça qui est quelque part nouveau dans le sujet de CallRobot. C'est l'aspect collaboratif qui est poussé aujourd'hui, je pense, à des niveaux qu'on peut considérer comme étant non atteints jusqu'à présent. Hein. C'est bien l'objectif. Hein. L'idée, c'est aussi de développer les technologies et être en relation avec les systèmes de normalisation pour faire évoluer les pratiques. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les robots collaboratifs, on ne peut pas dire qu'il y en a énormément dans les entreprises. Et donc l'idée, c'est aussi de pousser intelligemment l'introduction de ces robots collaboratifs dans les entreprises et de voir l'intérêt à ce que les barrières tombent. C'est-à-dire qu'en fait, les opérateurs puissent travailler à côté des systèmes. Alors, tu dis, parce qu'on se connaît, quand tu dis le fait que les robots, certains existent, oui et non, parce qu'en fait, dans le cadre de Thales, il est clair qu'on utilise un système qui est aujourd'hui prototype, qui commence à arriver sur le marché, c'est sûr. Sauf qu'on a développé les technologies, alors on le verra après, qui permettent de répondre aux use cases de Thales. Par contre, dans le cas du use case de Renault, nos collègues espagnols et portugais, donc d'Emain et de Dinesc, travaillent avec Renault pour un nouveau système de robots collaboratifs pour traiter leur cas de figure, mais qu'on ne peut pas présenter aujourd'hui, pour des raisons de confidentialité. Mais c'est aussi un challenge. On le présentera par la suite, mais aujourd'hui, on n'est pas en mesure de le faire. On n'a pas l'accord de tout le monde, en fait. Hein. Et donc, l'objectif, c'est de créer des nouveaux systèmes qui répondent à des nouveaux enjeux
aussi à travers ces use cases, donc par exemple pour l'industrie automobile. Donc là, on traite sur un use case qui n'a jamais été fait en automobile et on a démontré que c'était envisageable. Oui. Il y avait une personne qui avait une question. Pardon, moi, j'essaie de prendre dans l'ordre. Oui. Oui. Ah, ça... Alors, ça tombe super mal. Ça tombe super mal parce que finalement, la personne qui serait à même de vous répondre ne sera là que ce soir. C'est la personne de Fraunhofer. Malheureusement, là, je me permettrai pas d'en dire davantage à sa place, mais peut-être qu'Olivier peut le faire. Oui, on peut donner quelques éléments. En fait, il y a une analyse de risque qui doit être faite. Parce qu'en fait, je dis ça parce qu'on a déjà fait des applications qui tournent aujourd'hui dans l'industrie, au niveau de l'ENSAM, avec des robots collaboratifs. On a par exemple une application qui aujourd'hui tourne chez Louis Vuitton. Voilà. Et cette application, c'était, je crois, la première en France qui a été faite. Alors, ça ne se sait pas parce que... Oui, ça ne se sait pas trop parce qu'en fait, on n'en a pas trop parlé globalement. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on fait une analyse de risque et très souvent, on travaille avec des organismes de certification. Par exemple, là, ici, c'était la PAV qui était impliquée. Voilà. Donc, en fait, on travaille avec des organismes. Nous, on fait une analyse de risque ensemble. On définit quels doivent être les éléments de précaution sur lesquels il faut appuyer. Alors, il y a effectivement des normes qui existent, les normes machines, et puis ensuite des normes autour de la robotique. Alors, il y a une poussée sur une amélioration à travers une norme qui s'appelle l'ISO 15066, qui a été plutôt initiée par l'Allemagne. Et en fait, actuellement, il y a des discussions au niveau national sur l'introduction ou une version, on va dire, de cette norme plus traitée au niveau national. Je sais que le gouvernement a initié une mission autour de ces aspects normatifs pour la robotique et des entreprises sont sollicitées pour participer à ces ateliers de normalisation, pour faire progresser, pour que finalement la robotique collaborative arrive de manière que les normes s'adaptent pour que ça puisse arriver dans les entreprises et de la manière la plus adaptée possible. Voilà. Je peux en dire un mot de plus à ce sujet-là, en fait, de l'introduction de la robotique ou des nouvelles technologies de manière générale dans l'entreprise. C'est effectivement, on ne déploie pas une technologie comme ça du jour au lendemain dans une entreprise. C'est-à-dire je ne vais pas arriver avec un robot en disant bon bah voilà, c'est le robot, il va faire ça, et puis tout le monde s'en va, on se serre la main et je laisse les opérateurs se débrouiller avec. Hors de question que ça se passe comme ça. Dans un premier temps, CallRobot c'est un démonstrateur. Donc il ne s'agit pas de le laisser de manière pérenne sur le site de Thales à Lignaspace. Il viendra pour faire une évaluation, on l'évaluera et on en tirera des informations. Il y a des mécanismes de sécurité qui vont être mis en place sur ce dispositif-là, en plus des mécanismes qui sont déjà introduits dans les plateformes et dans les bras, mais il y a d'autres mécanismes qui vont être introduits. Alors, oui, il y a effectivement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne fait pas ça de cette manière-là quand on travaille dans une société comme la nôtre. Quand on veut quand on veut changer des process ou faire travailler les opérateurs d'une autre façon, il y a des procédures à suivre. C'est-à-dire qu'il faut discuter avec les partenaires sociaux, par exemple les syndicats ou le CHSCT, ça se fait. Et ou le HSE, par exemple, le responsable de la sécurité et de l'environnement de la société. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut leur apporter des démonstrations, comme quoi le matériel est safe. Et safe pour l'homme, pour l'homme qui travaille dessus, qui travaille avec. Mais safe aussi pour l'activité d'une manière générale, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas non plus qu'il aille nous dégommer un satellite, parce que là, on ne va certainement pas beaucoup apprécier, enfin je pense que moi, j'en entendrai parler, certainement. Donc l'idée, c'est vraiment ça, c'est de le déployer qu'à partir du moment où on aura la certitude que ces éléments-là seront bien pesés, seront bien discutés, que chacun prendra sa part du risque, parce que comme dans tout, il y a une part de risque à prendre,
et derrière on le fera. Mais pour l'instant c'est pas le cas. C'est pas le sujet de Callrobot. Le sujet de Callrobot, je rappelle ce que disait Olivier, c'est de faire monter en TRL une techno qui est aujourd'hui très innovante, sur laquelle on croit. On croit parce que tout ce que je viens de vous dire, ça peut avoir des effets très intéressants sur notre compétitivité, d'une manière indirecte. Hein. Et voilà ce qu'on va faire avec Callrobot. Oui, en fait, il y a deux cas de figure. C'est essentiellement, en fait, on prend des systèmes qui ont alors c'est d'un point de vue normatif, c'est ce qu'on appelle des systèmes PLD, donc qui répondent à un niveau de norme, et on les associe ensemble, d'accord, pour répondre aux besoins. Par contre, ce qu'on va ajouter, on va le voir après, c'est qu'on va ajouter des technologies, donc des briques technologiques, des briques logicielles, de manière à ce qu'on soit en capacité de répondre à ces problématiques de collaboration homme-robot. Donc on est plus sur le fait de développer des technologies originales, les associer entre elles, pour répondre à ces objectifs-là. Un autre objectif, j'en ai pas parlé, et je pense que pour l'Europe c'est très important, c'est de pouvoir répondre aussi aux problématiques à ce que les travailleurs puissent rester plus longtemps dans les entreprises. Parce qu'en fait, bon, je ne sais pas si c'est un fait, mais l'idée c'est que des personnes qui sont sur ligne de production, je veux dire, à partir d'un certain âge, ça devient très difficile de pouvoir y rester, et c'est pas forcément évident de les requalifier dans d'autres postes. Et donc, un enjeu de la robotique collaborative, c'est de permettre à ce que ces personnes, on parlait de la troisième main par exemple, ces personnes puissent continuer à travailler, où le robot va les décharger de certaines tâches un peu pénibles. Voyez ? Et ça, c'est un enjeu important aussi, dans le cadre de ce projet. C'est de démontrer que c'est aussi possible que ces systèmes collaboratifs puissent justement pérenniser des emplois pour des personnes, on va dire, bon, qui sont atteints, enfin, qui sont vieillissants ou qui peuvent aussi avoir des problèmes, on va dire, d'handicap, quoi. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. Oui. Alors, on m'a dit que je suis le maître du temps. En fait, c'est pour respecter nos horaires. En fait, c'est prévu toutes ces présentations-là. En fait, pour répondre à votre question. Donc, si vous voulez bien, on va passer. Olivier, si tu veux bien me présenter donc le travail de Fraunhofer par rapport à la safety, et puis on passera à l'interaction entre l'homme et le robot, préparé par Pedro justement de l'université de Coimbra. Allez-y. Après, si vous voulez bien, parce que là, on va avancer dans l'exposé, mais vous aurez l'occasion de poser la question, il n'y a pas de problème. Alors oui, on parlait de standardisation. Alors, avec nos collègues de Nimor et du Fraunhofer IFF, il a été mis en place une méthodologie d'analyse de risque, justement, de ces différents... Maybe you want to say a few words about? Yeah. Safety is a primary issue for any collaborative robotics application, and actually we have just to work on two levels, twofold. On one side, we are developing novel technical solutions, novel technologies to assess the safety, so to warn, to identify potential risks. At the same time, we are working also on risk analysis to understand, and risk analysis must be pointed out that is mainly for the application. It's not only a single robot, a single component is evaluated in terms of safety, but the real safety is for the whole application. For example, in automotive and aerospace, in specific application, in specific cell or place, we have very different risks. So it is important just to assure the whole safety of the single application and create also a framework in which we are able just to deploy the safety
quickly, because it's a very complex solution, and we have the need to reuse existing solution and also the experience already done. We are working on both existing standards, but also industrial practices. So, for example, again, Renault and Thales, they have their own way to assess the risk, also because they have very different way of working, different businesses. At the same time, we also develop a new way, and we are just proposing with the existing standard organization, just to proposing new way, just to build up this new way to assess and to assure the safety. Yes? Is any specific tool for safety analysis, or just Microsoft Office? No, well, we should ask my colleague, because I'm not the expert in the field. They have, of course, they just do, on one side they use specific methodologies. I think they are using some tools, but I'll be happy just to send you. Yeah. En fait, on est en train de voir pour faire un soft où les personnes arrivent avec leurs problèmes, et l'idée c'est, voilà, si vous êtes dans tel cas, si vous utilisez tel matériel, voilà les préconisations qu'on vous propose. C'est ce qu'on est en train de faire avec notre collègue de Framophara. Voilà. Parce que moi je suis du CEA, D'accord. dans mon laboratoire on développe un outil d'analyse de sûreté basé sur les modèles qui s'appelle SOFIA. Okay. Et c'est fait pour faire des analyses de sûreté en fait sur les modèles de conception système. D'accord. On a des modèles de conception système et on fait les analyses de sûreté. C'est du système de système. Oui. Model-based security. Et disons que là, on l'oriente plus autour de la robotique. On spécifie autour de la robotique. Donc, création de cellules. Aussi pour la robotique, pour D'accord. les robots humanoïdes avec Softpax, D'accord, d'accord. Ah ben, ça peut être intéressant d'avoir des échanges, effectivement. Très bien. Maybe it's okay for la présentation de José. On passe à Pedro. Okay, so. Yeah. Okay, and then you show the other. I don't need sound. Can you take? Hello. We don't need the sound for this. Oh, It's me. okay. So in this project we have 7, 8 work packages. I don't know exactly but I know the technical work packages. 8. Okay, but technical is 6. Then we have, okay. So we have integration. In which we try to integrate everything, a lot of sensors, a lot of hardware, a lot of software, in a safety way, according to standards. We have safety, that you talk about it before, and I will talk about human-robot interaction. Here we will not give the details because of the confidentiality. We will just show some generic application which is running here. In the project, this robot is fixed, but in the project, if you go to the visit in the end of the day, you will see that in the final the robot will be in a mobile platform. So our idea is to have a way to interact with the robot that it's more easy for the worker. For example, the robot can bring tools and components to the worker. This is a generic case, then it will be adapted to a specific use case, as Rafael mentioned. And so the idea is that the robot can bring these elements to the working place of the worker, so that the worker doesn't have to take care of go to the warehouse or bring some tools. Just has to focus in the process. Here we see the robot bringing these boxes with the screws, for example. The human
uses or takes from the box 2 or 3, I don't remember, or 4, and then the robot will place the box. In this case, the robot is prepared to follow a sequence of operations that can be adapted by the user. The user receives speech feedback, and also the screen indicates what is the next task, and interacts with the robot just by touch or using gestures. We have a special sensor from our partners in Spain, which is part of the system is here, but not all the system. They develop a new sensor. This gesture is not very comfortable for the user, but we have to do this kind of more complex gesture to avoid false positives. What it means, imagine that I have a gesture like that, and I'm talking with a worker, and do like that, but it's not a gesture, and the system recognizes. So we have to avoid this, and this is why these gestures are like that. Then we have this is a very good application, which is the physical interaction with the robot. For example, here we are using the KUKA functionality. So this is a product, it's like a product from KUKA. But when you move, you can adjust to the dimensions of the body of the worker, of course. But we realize that when we want to have precision for screwing, for example, the KUKA and guiding off-the-shelf and guiding is not working because the robot vibrates a lot. You cannot adjust the robot. So we create what we call precision and guiding that you will see after this, that allows the human to guide the robot manually with precision. Okay, so here it's just okay. The video is accelerating, and then for precise positioning, the operator will show how the system works. Okay, this is KUKA off the shelf. We don't have precision for the screwing, and then the user will change for precision and guiding. I think it's a blue LED. Okay, you see, there's a lot of vibration, but with the precision and guiding, the system is very, very stable. And then the user can fine-tuning the positions and do the operations. I will, okay, it's almost finishing. Then we can do this. It works in all the robot area, okay? We can do it also for a top panel assembly, vertical panel like here. I think that in the end, okay, we don't have this part because I reduced the size of the video, and okay, and that's it. Questions is in the end? Yeah. Okay. C'est juste avant. Oui, voilà. On parlait tout à l'heure de sécurité. Et en fait, donc dans le cadre du projet, on développe aussi un nouveau capteur. Vous voyez, c'est un système qui a été préalablement défini dans un autre projet, qui aujourd'hui présente une version améliorée, où en fait on utilise des outils de machine learning par exemple, des nouvelles caméras qu'on va réaliser. Donc il y a une caméra haute résolution qui a été ajoutée, qui va permettre de capter la présence de l'opérateur dans l'environnement du robot. D'accord ? Et donc l'idée, c'est de détecter en temps réel la présence de l'opérateur pour adapter la vitesse du système, adapter le mouvement du robot dans le cadre des cas d'utilisation que nous avons, donc entre autres pour Thales et dans le cas Renault. Donc en fait, ce capteur qui est développé aujourd'hui par notre partenaire du Fraunhofer IFF va être intégré sur chacun des use cases que nous avons. Donc cette technologie est en cours de finalisation et elle va être bientôt testée sur nos use cases prochainement, on va dire avant la fin de l'année. Il y avait des questions là, vous pouvez, oui. L'application est très bien sur du Thales en France, etc. Qu'en est-il du ROI d'un robot comme ça sur des usines ou même
Ben alors, je vais être assez direct. Je pense qu'il n'est pas terrible. Et aujourd'hui, on prend par exemple, on a des liens avec des gens comme Valeo ou d'autres. Dans ces pays, ils ne trouvent pas les gens formés pour faire leurs opérations. Donc, si c'est des tâches à très très faible valeur ajoutée, ils vont trouver, hein, donc il y aura des personnes. Mais même en Chine, par exemple, ils ouvrent des usines en Chine, ils ne trouvent pas d'opérateurs parce qu'il y a un tel turnover qu'ils n'arrivent pas à trouver. Donc ce qu'ils pensent, c'est automatiser complètement les usines. Donc de faire ce qu'on fait là, dans des usines complètement automatisées, ça présente peu d'intérêt. Par contre, donc ils vont en Chine ou même dans des pays en Europe. Hein. Il y a certains pays en Europe où en fait ils ne trouvent pas de collaborateurs formés. Donc, effectivement, là, dans ce cas-là, il vaut mieux faire des usines tout automatiques, et ça n'a pas vraiment d'intérêt. Par contre, dans le cas de nos régions, je pense que ça a un grand intérêt par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire en fait le fait de pouvoir prolonger les opérateurs dans le temps, et puis de pouvoir aussi trouver de la compétitivité nouvelle sur des tâches qui sont à faible valeur ajoutée pour des opérateurs, mais qui permettent d'accélérer le process globalement. Donc oui, le Bangladesh, je pense que non, malheureusement, c'est pas efficace. Alors, un coût de robot, aujourd'hui, le coût d'un système comme ça, il faut compter de l'ordre de 100 000 € à peu près, globalement. Donc, c'est sûr que rapporter un coût opérateur classique, c'est pas intéressant, hein, surtout dans ces pays-là. Hein. Et après, il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est lié on va dire, au temps de cycle. C'est-à-dire que si vous avez des temps de cycle très courts, des systèmes robotisés comme ça, alors on a fait des applications pour des entreprises allemandes, là, où on a démontré qu'on arrivait au temps de cycle de machines spécialisées. Donc ça, c'est possible. Mais disons que si c'est toujours le même produit, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Par contre, dans le cas de production, et ça c'est des études qu'on fait aussi, où il doit y avoir de la reconfigurabilité, c'est-à-dire qu'en fait le marché est très variable et qu'il faut adapter, même, c'est ce que disait tout à l'heure Raphaël, c'est mass customization, donc la personnalisation de produits, eh bien on pense que c'est une solution. Parce que faire des lignes complètes d'un seul tenant qui permettent de répondre à un problème, c'est ce qu'on faisait dans le mode précédent. Aujourd'hui, il faut faire modulaire, c'est-à-dire en fait créer des îlots modulaires qu'on utilise pour un projet. Donc ces systèmes-là sont très intéressants pour ça. Parce qu'en fait, on va pouvoir faire un îlot modulaire pour une telle tâche. Pendant la phase de montée, de ramp-up, on va pouvoir mettre des opérateurs autour pour en même temps travailler et faire monter la production, la cadence. Et si ça change entre deux, eh bien, on va pouvoir réutiliser d'autres modules ailleurs. Et donc, en fait, cette reconfigurabilité grâce à ces modules-là devient possible. Alors, évidemment, après, c'est les cadences. Ça, c'est l'enjeu, il est là. C'est de tenir des cadences très courtes. Je ne sais plus s'il y avait d'autres questions. Oui. Oui. Oui, alors dans la vidéo on ne le voit pas, mais en fait dans le cas là il parle avec le système. Il y a de l'information qui circule orale aussi. Ah, il y a only feedback. Oui, mais on peut aussi, je pense que ça c'est aussi des aspects qu'il faudra intégrer par la suite, c'est intégrer cette interaction-là. Alors, pour le coup, c'est des choses qu'on n'adresse pas ici, mais vous voyez, c'est d'avoir des modèles cognitifs. C'est-à-dire qu'en fait, et je crois que l'Europe met l'accent sur les prochains appels, c'est sur le fait de pouvoir avoir des modèles de sciences sociales qui s'intègrent dans les softwares des robotiques. Parce qu'en fait, si on veut que ces systèmes rentrent dans les entreprises, il faut que finalement vous interagissiez avec le robot de la manière comme vous feriez avec un collaborateur.
Et donc là, alors on a des travaux actuellement via l'ANR, pas du tout l'Europe, autour de ces sujets-là. Et ça, je pense que c'est extrêmement intéressant. Je peux pas le dire. On va en dessous de la minute, hein, largement. Oui, bien sûr. On a fait un sujet où on était largement en dessous de la minute. Mohamed asked me to show this is a small video with one of our partners, but here we are not showing the sensor we are using because they want to keep it secret. This is only one of the products that is integrated. This is IMUs. It's integrated in the new sensor, and they have a new controller, smaller. This one is a bigger one, as you can see, the white box. And then we have other sensors, the vision for the minimum separation distance, as you mentioned, and UbiSense that will have a speech today, no? UbiSense company? Yeah. Okay. J'ai prévu d'en parler tout à l'heure. Okay. I will speak. Okay, so it's several sensors. This is just one of the sensors. Okay. Thank you. Merci Pedro. Olivier, si tu veux bien présenter la vidéo, la dernière vidéo du scénario complet de... Donc en fait, sur la partie préparation kit, on va préparer ici une vidéo pour le cas de Thales. Donc là, on a eu l'autorisation de la montrer, donc voilà, c'est la première fois qu'on la montre en public. Collégial, ouais, non, on a tout un processus de signature. Hein. Tu as le son qui est coupé, tu veux peut-être... Donc ça a été fait dans nos ateliers ici. Hein. Alors l'appréhension de ces petites rondelles, c'est pas si évident que ça. Hein. Pardon? Et non, c'est pas les plus petites celles-là. Là ici en l'occurrence c'est sur la partie de gripping et puis toute l'intelligence qu'il y a pour repérer les pièces. La précision. Ouais. Tout à fait.
Donc voilà, effectivement, il y a les aspects qui sont liés à l'aspect prise des éléments. Donc là, c'est un système qu'on conçoit spécifiquement par rapport à ce problème de prise de pièces qui sont très petites. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mécanisme. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'au début, on a travaillé aussi avec de l'impression 3D pour faire des prototypes spécifiques pour tester. Et ensuite, on développe avec donc l'entreprise, là, qui est Akeo Plus, un système qui sera tout intégré où finalement, ce sera une pince intelligente qui va permettre de venir récupérer les différents éléments, les différentes petites pièces, les petites rondelles, pour pouvoir faire cette préparation de kit dans le cadre de ce use case. On développe aussi des aspects sur la vision, qu'on n'a pas vu là, pour s'affranchir de conditions d'éclairage spécifiques. Aujourd'hui, si vous parlez de vision dans les entreprises, on sait que les conditions d'éclairage sont très importantes. Et donc en fait avec donc des collègues, par exemple Stéphane qui est ici, on travaille, et puis nos collègues aussi d'Unimore, travaillons sur l'introduction d'outils de machine learning, justement de réseaux convolutifs, pour justement s'affranchir de ces conditions de luminosité particulières, et donc de récupérer des informations de features, donc des informations de bas niveau, qui vont être robustes, quelles que soient les conditions d'éclairage. Et ça, je pense, c'est aussi un des enjeux de ce projet. Parce qu'en fait, on sait très bien qu'un système comme ça, il va devoir travailler dans des locaux qui ne sont pas forcément adaptés et qu'il va falloir qu'ils soient suffisamment robustes pour pouvoir travailler dans des conditions plutôt liées à des conditions usines, shop floor, qui ne sont pas forcément toujours le plus adaptées aux conditions de robustesse de ces logiciels. Voilà. Donc voilà sur la partie technique. Alors on n'a pas présenté la partie Renault, bon, volontairement. Alors ça c'est dans le cadre je dirais que dans le cadre du projet, l'idée c'est aussi de géolocaliser les systèmes mobiles dans l'atelier. Et on peut aussi utiliser, alors il y a plusieurs niveaux. Comme on a vu, le robot, il a des systèmes de capteurs, des nappes laser qui vont permettre de détecter l'environnement et les opérateurs. Mais on peut aussi, c'est la société Ubisense qui développe ces systèmes-là, détecter l'opérateur donc à travers le casque, en fait, hein, dans sa position, donc le géolocaliser. C'est une information qui peut être utilisée, qu'on peut mettre aussi sur des outillages qu'il aurait éventuellement à prendre pour adapter les programmes, s'il fait du vissage, par exemple, adapter les programmes donc, de vissage, donc adapter le couple de serrage, par exemple, sur des machines. Mais ça ne fait pas partie du projet, ça. Voilà. Alors, oui, c'est ce que tu disais. En fait, c'est vrai que dans des projets comme ça, il y a toute une phase de montée de technologie. Alors, il y a beaucoup de choses qui existent dans les laboratoires, hein, faut pas le cacher. Mais il n'empêche que l'idée, c'est d'assembler tous ces systèmes-là entre eux. C'est pas toujours simple. Et de faire qu'on ait un niveau de maturité industrielle, c'est aussi un défi majeur. Et donc de réfléchir sur des aspects intégration de ces ensembles, d'avoir les logiciels les plus, enfin les systèmes qui vont permettre de traiter ces informations, qui soient les plus robustes possibles, c'est aussi un enjeu sur lequel nos partenaires d'Amen travaillent. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui ? Je pense que vous avez répondu à l'appel FOF. Alors ça, c'est un sujet... Oui, c'est Robotics. C'était pas un FOF. Hein. Non, c'est pas un FOF. C'est ce qu'on appelle une action d'innovation. Voilà. Ouais. Oui, on devait rentrer dans des niveaux de TRL assez élevés, effectivement. Et on a eu notre évaluation à mi-parcours il y a quelques mois, qui s'est bien déroulée. Voilà. C'est maturité. C'est ouais, c'est la NASA qui a introduit ça.
on a entendu à propos des robots qu'il y avait 190 000 robots en Allemagne et 30 000 en France. Oui. J'ai le sentiment que la France, ce que disait la personne de Bosch ce matin, c'est que la France allait peut-être sauter le pas 3.0 pour arriver directement au 4.0. Parce qu'il y a effectivement je pense en France, cette particularité entre les petites entreprises informatiques, les grands groupes informatiques, et les grands groupes industriels, il manque peut-être ce qu'en Allemagne ils appellent les ETI. Ma question c'est, est-ce que vous pensez qu'en termes de call robot, la France peut jouer un rôle d'innovation fort par rapport à des Allemands, des Américains, des Chinois? Parce que justement c'est la combinaison de différentes technologies, logiciels, matériels. Bah, disons que je pense qu'un frein à l'introduction de la robotique, c'est la programmation des robots. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez un robot sur une chaîne de production, on va prendre un Renault, par exemple Renault Douai qui n'est pas très loin d'ici, les programmes, ils vont faire les mêmes programmes toute la journée. D'accord ? Donc, je dirais que les réglages... Alors, la problématique, c'est, on va dire, le déréglage régulier des robots. C'est-à-dire que les trajectoires vont être valables sur une période relativement longue, puis il peut y avoir des corrections à appliquer de temps en temps. Donc ça, c'est une robotique qui est bien maîtrisée par les grands groupes. Donc il faut appeler des sociétés qui viennent les régler, etc. Le problème d'introduire des robots dans des entreprises de taille plus petite, c'est qu'ils n'ont pas forcément de roboticiens et que peut-être que les marchés sur lesquels ils sont ont une plus grande variabilité. Quoique, il y a une grande variabilité aussi maintenant dans le monde de l'automobile. Hein. Donc on parlait de personnalisation de masse. Donc, il faut que les systèmes soient simples à programmer. Il faut qu'ils deviennent... En fait, le vrai enjeu... Alors, le fait de faire tomber les barrières, comme on l'a vu là, ça fait tomber les barrières dans la tête aussi. C'est-à-dire qu'en fait, quelque part, on peut se projeter différemment et se dire, bon, maintenant j'ai les robots, ok, je vais leur faire des choses, mais c'est compliqué à programmer, c'est pas simple. Et donc, l'idée, c'est que on trouve des moyens qui vont permettre d'accélérer leur introduction et c'est avant tout par les aspects de simplicité que ça se fera. Quel est le lien avec Call Robot? Je ne comprends pas le lien en termes de programmation, de facilité de programmation. Est-ce que vous complexifiez les process là? Est-ce que vous interagissez avec l'homme? Vous augmentez la... L'idée, c'est que le robot, on va dire par une interaction haut niveau, réalise la trajectoire, réalise l'opération par lui-même. C'est-à-dire qu'il va programmer sa trajectoire à travers une information assez haut niveau. Et puis, il y a aussi une chose, c'est ce qu'a montré Pedro tout à l'heure, c'est qu'en fait, le robot, on peut le prendre en main. C'est-à-dire qu'on peut le prendre en main, le guider. C'est pas de la programmation, en fait. Ça, c'est de l'accompagnement. Oui, mais ça fait partie du processus. Ça fait partie du processus. Ça fait partie, c'est un des objectifs. Mais aujourd'hui, on a créé les outils logiciels pour répondre aux cas d'utilisation qui sont ceux-là. Et ce qu'on espère, c'est qu'à travers les interfaces qui sont développées, on va pouvoir avancer sur ce front qui est compliqué. Ce front on va dire, de l'interaction homme-robot. Sequence the activity of each module so you make it easy to program as you develop
single task. For example, you can develop a task that go to point. Then you only have to modify the destination point, and you can reduce this task in a more complex task. This also goes in the direction. And this tool is available as open source too? Will be available. It's available not open source. It's available to be used. It was based in other architecture, communication architecture on IPC. Here we are using ROS. It was the code of the communication code was translated to ROS. It's already operational. It's not open yet, but we plan to open together with the owner of the tool, that is University of Vigo. It's a close collaborative environment. So we plan to open the tool, maybe not the source code of the graphical interface and the tool, but yes, we can use the tool to generate your code. Also, the code is generated in Java language, and we are planning to make an implementation also in C++. If you think on high-speed working, it's not the best tool. But at the end, when you are working with collaborative robotics, you are this close to be really well positioned with a tool like that. Anyway, we want to speed up the response, the loading and unloading time of each task that is dynamic. Also, the tool is designed already working on ROS to be deployed in the final demonstrators. Task will be model and implement the classes straight with the graphical tool. You don't have to call the sequencing different activity. Yeah, it's graphical. It's graphical tool. Il y a une question. Je vois ici que c'est un projet pour 3 ans. Oui. Alors, combien de personnes travaillent sur ce projet-là et quels sont les différents types de profils? Alors, il y a environ, on va dire en permanent, une trentaine de permanents, en fait. Disons, en totalité, il y a 56 personnes qui sont impliquées. Et après, sur, je dirais, au quotidien, c'est une trentaine de personnes, quoi. Voilà. Après, les profils, c'est surtout des profils ingénieurs, docteurs, voilà. Et puis, il y a des doctorants qui sont impliqués dans le projet. Voilà. Et puis aussi, oui, donc des ingénieurs à travers, on va dire, les entreprises qui sont impliquées. Voilà. Merci. Une autre question, s'il vous plaît. Pourquoi la communication entre la personne et le robot s'est faite à travers les gestes? Pourquoi pas ça ne fait pas à travers seulement la communication vocale? Alors, aujourd'hui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, la communication vocale manque un peu de robustesse. C'est un environnement industriel, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes en environnement industriel, il y a du bruit. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on soit robuste. Parce que on peut le faire, évidemment, mais la question, c'est avec quelle robustesse, quel niveau de robustesse. Si vous êtes près d'un satellite, que vous travaillez avec un système près d'un satellite et que l'ordre est mal interprété, que le robot vient tamponner le satellite, là, on va avoir un problème industriel. Là. Donc il faut, c'est toujours pareil, c'est-à-dire qu'on peut, en fait, on a le rêve de mettre des systèmes qui vont faire, on met de l'intelligence artificielle partout. Aujourd'hui, c'est le grand thème. Sauf que dans la réalité, quand on fait ça sur le web, ça marche à peu près. Mais quand on va mettre ça sur des robots, c'est plus pareil. Parce qu'en fait, il faut que ce soit robuste, il faut que ça marche dans les entreprises. Il ne faut pas qu'ils se trompent. Sauf que ces systèmes-là, aujourd'hui, on ne sait pas, je connais un peu le domaine, on ne sait pas dire qu'ils sont robustes ou pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas mettre un système d'intelligence artificielle pour commander un avion, un Boeing. On ne prendrait pas l'avion s'il y avait un IA. Donc, les choix d'interaction qui ont été faits sont des choix qui se veulent le plus robustes possible. Voilà. J'ai une question juste pour le fun. Neo a été créé par Aldebaran Robotics, c'est devenu Pepper, c'était racheté par des Japonais. Comment
comment vous comparez-vous par rapport à des robots de ce type-là qui sont censés, dans l'avenir proche, interagir avec des humains pour accompagner des personnes âgées dans des maisons de retraite? En termes de technologie, vous êtes en avance par rapport à eux? Vous êtes en retard par rapport à eux? Ça n'a rien à voir? C'est une bonne question. En fait, ces systèmes-là, aujourd'hui, sont faits pour l'interaction homme-robot, dans des situations qui sont finalement où je ne crois pas que le niveau d'implication des décisions des robots soit importante pour la personne, sauf si elle la porte. Si le robot porte la personne... C'est ça, c'est d'accompagner les personnes âgées à l'avenir. Oui, mais ce que... Tout à fait. Voilà, c'est ça. Mais aujourd'hui, ça nécessite un niveau de robustesse qui soit supérieur à ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir des robots qui soient à côté de soi, avec lesquels éventuellement on interagisse. Ils se trompent, c'est pas grave. C'est-à-dire que vous prenez Pepper, vous allez discuter avec lui, au bout de 2 minutes, il comprend plus. Mais oui, mais il le prend pas, quoi. Donc aujourd'hui, la robustesse de ces systèmes-là, c'est toujours pareil, il faut faire une analyse de risque complète. Effectivement, s'il est amené à prendre des objets contendants, oui, mais c'est le but. On est sur des niveaux de... Les fondateurs, le but c'est ça, c'est de faire en sorte que dans 20 ans, chaque personne âgée ait son robot à côté de lui et que les jeunes, ce que vous disiez tout à l'heure, la troisième main, pour accompagner, je pense à ça parce que vous parliez de la troisième main, accompagner les personnes plus longtemps dans leur poste de travail. C'est exactement la même chose. Oui, mais enfin là, c'est un bel objectif. Sauf que là, on l'étudie dans un cas... De toute façon, l'industrie, c'est quand même des cadres fermés. Et donc, en fait, il faut travailler, il ne faut pas dire on va faire le cas général, tout ouvert. De toute façon, ça ne marchera pas, parce qu'en fait, on ne pourra jamais le certifier que le robot ne fera pas justement ce que tu disais, venir planter la fourchette. Donc l'idée, c'est de travailler déjà sur des cadres bien maîtrisés, de démontrer que c'est possible, et d'avancer de manière incrémentale. On partage cette approche, l'avancée incrémentale, c'est vraiment une approche pour laquelle on milite, dans le sens où il y a des oui, et ça, effectivement, c'est un truc. Si jamais on fait notre intérêt, nous on a espéré, globalement, c'est des solutions qui peuvent être industrialisables. Mais les cas sont toujours bien fermés, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un système complètement ouvert où le robot peut faire n'importe quoi. Aujourd'hui, industriellement parlant. Je vous invite à continuer à discuter après, parce que là, on a pris le... Merci beaucoup, merci Olivier, merci à tous les intervenants. Merci beaucoup, merci à tous. Juste un petit mot pour dire que pour vous inviter à 16h, donc il y a la visite de la plateforme à l'ENSAM, donc vous pouvez venir voir justement ce démonstrateur, également la plateforme de géolocalisation du Buissens, on en a parlé, et bien d'autres applications autour de la réalité augmentée, etc. Un autre point qui est très important et on n'en a pas parlé par rapport à la robotique collaborative, donc pour le déploiement de la robotique collaborative, il faut absolument de nouvelles compétences et à l'ENSAM, il y a eu récemment, depuis 2 ans maintenant, un master spécialisé autour de la robotique collaborative qui s'appelle CallRobot. Je vous invite à voir sur Internet donc ce master spécialisé. Merci à tous encore une fois et puis à tout à l'heure.